fragile, il est ultra fragile. Rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. On ne tient debout que parce qu'on a de l'argent. Si on n'avait pas, on n'avait pas les moyens, si on n'avait pas le gaz et le pétrole, quand est-ce qu'il y a eu 88? C'est lorsque le prix du baril a chuté à 12 dollars. En 86. 86, pardon. Lorsque le prix du baril s'est craché à 12 dollars, il n'y avait plus rien à manger. Les gens attaquaient le surfleur. Bon, il y a l'histoire de manipulation, c'est vrai, il y a eu cette histoire de manipulation, mais il y a eu aussi cet aspect fondamental, c'est parce que on n'avait presque plus d'argent. Rappelez-vous, lorsque le dinar était plus fort que le franc. Exactement. Et qu'on se gargarisait. Parce qu'un dinar ramenait un franc. Exactement. C'était dans les années 77, je me rappelle très bien, contre 300 dinars, on donnait 360 ou Francs français. francs. Donc, Alors que maintenant, avec tout ce qu'il y a comme réserve en devise, on maintient le dinar dans ses plus bas niveaux on le dévalorise, on de le valeur. dévalue sans même le dire. On dévalue le dinar sans même avoir le courage de le dire. Parce que, en fait, redonner la valeur au dinar, c'est remettre en cause tous les privilèges du pouvoir en place. Alors, Si Mustapha, vous êtes parti donc au Maroc, vous êtes resté combien d'années? 2 ans. 2 ans. Le Maroc en 94. 94. Vous êtes rentré en Algérie par la suite? Non, Vous êtes venu directement? sur New York. Et Oui, de New York, j'ai pris le Greyhound, le bus là, oui, et je me suis présenté à la frontière canadienne. oui. Je demandais le refuge politique. Ah, vous êtes passé par... donc, donc, le Maroc, vous avez pris un billet d'avion New York. Oui, Et pourquoi vous n'êtes pas resté aux États-Unis? C'était pas votre... Parce que... Non. Pour problème de langue? C'est pas ça du tout, c'était pas un problème de langue ni rien. Je suis passé au Canada parce qu'un de mes amis qui réside ici au Canada est venu me voir. D'accord. Ils me disent qu'il est plus facile de s'installer au Canada qu'aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, certains demandeurs d'asile sont menottés. Ah, Et ils sont mis en prison jusqu'à ce qu'on vérifie leur identité. d'accord. Non, je ne voulais pas courir ce risque. Et puis en plus, il y avait l'aspect linguistique. Je parle mieux français que l'anglais. Et puis le Canada, c'est un pays que j'ai toujours aimé parce que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de bandes dessinées qui se passaient au Canada dans Jim Canada. Donc, je fantasmais un peu. Mais je fonctionne par fantasme. Hein, parce Donc, donc vous êtes rentré... vous avez pris le bus New York, Montréal, non, la frontière. la frontière. De Vous là. vous êtes présenté comme étant un étranger, sans papier, sans rien. Non, avec mon passeport. Passeport visa. Passeport, pas de visa canadien. Pas de visa canadien. J'avais juste le visa américain. Vous aviez le visa. C'est tout. Et donc, je me suis présenté, j'ai dit à mon ami, mais écoute, je n'ai pas de visa canadien. Il me dit, c'est pas la peine. Tu te présentes, tu demandes le refuge. Le douanier n'a pas le droit de te le refuser, c'est au juge. Ah. Donc, je me suis dit, le douanier n'a pas le droit. Ah, quel pays. Quel pays. Le douanier n'a pas le droit. Alors, Je je parle. m'installe. Très bien. Alors, vous êtes arrivé donc aux frontières. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Rien, je pensais qu'on allait dérouler le tapis rouge. Bienvenue au Canada. Avec le douanier s'est foutu de ma gueule. Alors? Il m'a dit racontez-nous votre histoire. Je lui dis voilà, au Maroc, la sécurité militaire marocaine m'a pourchassé. Donc, la sécurité militaire. Il m'a fait. J'ai apposé mes empreintes. Il m'a mis dans une cabane. On était un groupe de 8. Il y avait un Soudanais avec nous. On était morts de faim. On commande des pizzas. Donc, on leur dit écoutez, on a faim là. On commande des pizzas. Donc, il y a un chauffeur qui vient avec des pizzas. Et puis, le Soudanais mort de faim. Il lui dit la pizza halal. On était mort de faim, 24 heures sans manger. On était mort de faim. Donc j'arrive ici à Montréal et puis tout doucement, je commence. Donc vous aviez donc dès le départ demandé le refuge politique. Donc vous avez un statut de réfugié politique. Au départ. Au départ. Je suis resté 3 ans avec
Le statut. Ce statut-là, après on m'a donné la citoyenneté canadienne et après le passeport canadien. Et comment que ça s'est passé cette période de réfugiés politiques ici au Canada? Comment viviez-vous ici? C'est une société libérale J'avais déjà vécu en France quelque temps, donc quand je suis arrivé ici, j'ai pas été trop dépaysé, mais par le climat, oui. Le climat, j'étais un peu dépaysé parce que... Le choc avec le choc. Froid. Le froid. Il a fait très très froid, et donc là... Mais, grosso modo, je me suis bien adapté. Hein. J'ai pas eu de problème, quoi. J'ai pas eu de problème. Je voulais pas venir au Canada. Moi, j'ai quitté le Canada parce que au Maroc, on me faisait du chantage. On voulait me recruter comme un espion. Donc je dis, oh. C'était vrai? Oui. Viens. J'étais approché par 2 inspecteurs, là. Au Maroc? Au Maroc. Viens. Assieds-toi, j'étais le seul journaliste algérien. J'ai demandé à mes amis journalistes algériens installés à Casablanca, est-ce qu'on vous a approché? On me dit non. Et pourquoi j'ai été approché? Parce que je partais 3 fois, une fois tous les 3 mois en Algérie, et quand je revenais d'Algérie, j'écrivais un article que je publiais dans la vie économique. Donc ils ont remarqué ces articles-là, et c'est ça qui a fait qu'ils m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé, ils m'ont donné jusqu'au 31 décembre, pour rejoindre, je ne sais pas quoi, la JET, la Direction Générale Extérieure du Territoire, ou bien de me casser, de m'en aller. Ils sont venus sonner à la maison. C'est-à-dire, soit vous devenez... c'est un espion. Soit vous devenez un espion collaborateur des services de renseignement. Ouais. Alors, et comment que ça s'est passé par la suite? Le travail Non, le travail, j'étais très très bien accueilli par les Marocains. Ici? Non, à Casa. Les Marocains, je parle des gens avec lesquels je travaillais à la vie économique, c'était des gens merveilleux, ils m'ont fait une très très grande place. Je dois avouer que j'ai été complètement... Et puis la vie au Maroc était une vie exceptionnelle. Je venais du Maelstrom algérien et je retombais dans un pays, bon évidemment avec Hassan II qui serrait la vis à tout le monde, mais dans tout ça il y avait des espaces de tranquillité. Des espaces de tranquillité. Et donc, moi, dans l'expérience canadienne, une fois arrivé sur le sol canadien, comment les débuts, donc vous viviez ici avec le statut, de 3 ans pendant 3 ans, statut de réfugié, et comment vous viviez, avec quoi? Alors c'était très difficile. Au départ, je voulais rien faire d'autre que du journalisme. C'était ça mon obsession. Et j'ai même interdit à ma femme d'aller chercher du travail, parce qu'une fois, elle est passée, elle me dit, regarde, on cherche une caissière. Je dis, ça va pas là. Je suis théâtre là. Caissière. De journaliste à caissière. Et je l'ai empêché. J'étais encore sous le pattern algérien, les valeurs algériennes, journaliste, statut social, alors qu'ici, ça marche pas ces histoires-là. Et donc je suis resté comme ça, vivant un peu au hasard, de presque rien. J'avais un petit chèque mensuel qui m'était donné par le gouvernement, qui me faisait la charité. J'ai été sur le BS, mais en même temps, mon objectif était de lancer un journal. Et je me suis accroché à ça comme un naufragé à sa bouée de sauvetage. Et c'est comme ça que le... Oui, je l'ai lancé. Qu'Alpha... Oui, je l'ai lancé terrainement. C'est comme ça que le Alpha est né. Oui, il est né, bon, parce que j'ai demandé leur avis à mes anciens collègues d'Algérie Actualité et mes anciens confrères journalistes en Algérie. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont donné cher d'Alpha. On m'a dit ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Bon, à l'époque, il y avait peut-être 4000 Algériens à Montréal en 96. Je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas autant de commerce, il n'y avait pas le petit Maghreb, il n'y avait pas autant de boucheries. Là où j'étais à Côte-des-Neiges, j'avais une seule boucherie à Côte-des-Neiges. L'autre se trouvait je ne sais plus où. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Les gens, à partir de 92, ont commencé à arriver, 94, 95, 96, 5000 par mois, par an, pardon. 5000 par an, ce qui fait que maintenant, la communauté est rendue à 60 000 personnes établies. On dit qu'il y a exactement 65 000, donc à 70 000 inscrits. Et là, je distribue le journal dans un cabas. Je n'avais pas de voiture, donc je prenais 4 paquets, je les mettais dans un cabas et je les distribuais en bus et en métro. Il a fallu attendre l'an 2000, 4 ans après que le journal
a été créé pour que je puisse acheter une voiture d'occasion. Mais c'était une merveille. Pourquoi? Parce que maintenant, je pouvais distribuer partout. Voilà. Et pourquoi, d'abord, pourquoi Alpha? Pourquoi le choix de ce titre? Moi, j'ai fait mon service national sur le Djebel Amour, hein, c'est-à-dire entre Djelfa et une ville dont j'oublie le nom, Aflou. Voilà. Donc la wilaya d'Agouat. Djelfa. Djelfa et Aflou. 74 km au sud de Djelfa. Et donc, c'était une plaine alphatière. Les hauts plateaux, c'était de l'alpha, mais dégradé. Dégradé. C'était plus les belles touffes d'alpha qui arrivaient jusqu'à la ceinture. C'était des petites touffes que les moutons d'ailleurs dégradaient. Donc le mot alpha renvoie de Helfa. C'est pour cela que c'est pas avec un PH. Mais bien sûr, PHA, alpha, Helfa, parce que j'avais vu ça. C'était vraiment, je me suis dit, même l'alpha qui vit de rien, qui n'a pas besoin d'eau, qui pousse rapidement, même l'alpha n'arrive plus à pousser dans ce désert qui est devenu l'Algérie. Donc ça m'est resté en tête. Et puis aussi une autre raison, parce que ça commence avec la lettre A. Et donc quand on le cherche, il est référencé tout en haut de la liste. Ça aussi, ça a joué. Ah d'accord, c'était une démarche... Oui, mercantile un peu aussi. Je voulais que les gens le voient, parce qu'à l'époque, il était acheté, il coûtait 2,25 $, maintenant il est gratuit. Mais quand je l'ai mis en circulation, il coûtait 2,25 $. 3 ans après, il est descendu à 99 sous. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais augmenter le prix de la publicité et je vais le rendre gratuit. Là, ça a été le boom. Parce que je rappelle ici que vous avez fêté il n'y a pas longtemps, le 5 novembre. Le 5 novembre passé, vous avez fêté donc 5 novembre 2011. Oui, le 15e. Vous avez fêté le 15e anniversaire d'Alpha. Oui, absolument. Et alors, le contenu d'Alpha, c'est quoi? Est-ce que ça parle exclusivement, ça s'adresse exclusivement à la communauté maghrébine, la communauté algérienne? À qui s'adresse Alpha? Alpha est qualifié de journal algérien. Moi, quand je l'ai lancé, j'ai toujours mis Alpha, le journal de la communauté maghrébine. Mais du fait que je n'ai pas de collaborateur, moi je ne suis pas un spécialiste du Maroc, je suis resté 2 ans au Maroc, mais je serais incapable d'écrire sur le Maroc. Je n'ai pas de collaborateur marocain, je n'ai pas de collaborateur tunisien, donc il a une tonalité algérienne. Mais, comme dans le numéro de ce mois-ci, nous avons un article sur le Maroc écrit par une journaliste marocaine. J'essaye. C'est un journal qui est en sous-effectif. Il faut 10 collaborateurs pigistes pour ce journal. Il n'y en a personne. Il faut de toute urgence un secrétaire de rédaction. Il n'y en a pas. Il faut... enfin bref. Je suis seul. Je porte 5 casquettes. Je suis épuisé. Et donc, je me dis, bon... C'est-à-dire, après tant d'années d'action militante, en fait, c'est plus qu'une action militante qu'une action commerciale ou mercantile. Il n'y a pas beaucoup d'argent dans Alpha. Hein. Oui. Après 15 années, vous n'arrivez pas à mettre en place une entreprise dans le sens effectif, personnel, journaliste payé, collaborateur, rédaction, etc. C'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. J'ai des amis d'Alpha qui sont généreux, qui donnent de l'argent. Or, le journal coûte très cher. Le journal coûte très cher. Il a 20 postes de dépenses. L'impression au Canada coûte cher? Non, par rapport à la France. Par rapport à la France, c'est moitié prix. D'accord. Mais le tout, lorsqu'on fait le journal, on distribue l'essence, ça revient cher. Si j'avais juste un autre vendeur avec moi, une deuxième personne avec moi pour la publicité, je pourrais régler beaucoup de problèmes et le journal deviendrait à ce moment-là rentable. Avec une seule personne. Avec 2 personnes... Il générera de la richesse. Ah oui, parce que moi, avant de le lancer, j'ai fait un plan d'affaires, j'ai étudié la mise en marché, j'ai fait 6 mois payé par le gouvernement du Québec, encore une chose rare, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a payé une formation de bureautique. Donc j'ai appris, moi, quand je suis venu d'Alger, je suis venu avec le stylo, j'écrivais à la main. Et on m'a dit, monsieur, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, il faut que vous vous mettiez tout de suite à l'ordinateur. Donc je me suis fait payer 6 mois par le gouvernement du Québec. On vous a offert une formation de 6 mois. De 6 mois. Et ensuite, je suis parti demander un prêt, et on me l'a accordé. Je dis, mince, c'est nerveux ce pays-là.
Je n'étais ni Canadien, ni rien. J'étais Algérien avec mon passeport algérien. Je fais une demande de prêt, on me l'accorde. Bon, évidemment, après, j'ai déposé mon dossier, le comité de sélection l'a étudié, etc., etc. Mais en tous les cas, j'ai fini par l'avoir. Je fais une demande de subvention l'an 2000 et on me donne 3 ans de subvention. Oh, alors là, je me dis, c'est fini maintenant. Non, c'est pour vous dire, regardez, nous, on est des étrangers dans un pays qui nous est étranger et on est mieux traités que dans notre pays. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui fait pleurer. On se dit, c'est un pays... Nous sommes juste des étrangers, on n'est pas censé parler leur langue, on parle la langue française parce que nous avons été colonisés. Par les Français, on aurait été colonisés par les Russes, on serait là coincés. En fait, vous êtes comme les Canadiens, comme les Québécois. Eux-mêmes, ils étaient, n'est-ce pas, un territoire français à un moment donné. Donc, hein? Non, en tous les cas. La rencontre de 2 colonisés, en fait. Moi, je considère le Québec, bien que je ne me considère pas encore comme Québécois, parce que je ne suis pas né ici. Hein. Faut pas jouer aussi, ouais, moi... ça. À l'algérienne. Non, moi, j'apprécie le Québec, j'aime beaucoup ce pays-là, mais bon, c'est un pays ordinaire, en fin de compte, il y a de la corruption, il y a ceci, il y a cela, mais c'est un état de droit. La grande différence... Il y a un système qui fonctionne. C'est un état de droit, point final. On peut dire tout ce qu'on veut. Il y a la corruption, oui. Il y a de la bureaucratie, oui. On peut lui trouver tous les défauts, sauf un seul, c'est un état de droit. Si quelqu'un ne vous reconnaît pas vos droits, vous allez devant le tribunal et vous arrachez vos droits. Et puis il n'y a pas de justice téléphonique. Charest ne peut pas appeler un juge pour lui dire « rends telle sentence plutôt que telle autre ». Rien du tout. Le juge agit en son âme et confiance. Et il rend le jugement qu'il estime être le plus adéquat au vu de la situation. Comment, Moustapha, comment vous êtes vu à titre d'alpha? Par d'abord... les Montréalais, et particulièrement le Québec, c'est-à-dire l'État lui-même. Comment vous êtes vu? Est-ce que vous êtes vu comme étant un journal communautaire, ethnique Je déteste ce mot. Et voilà. Ethnique. Ça veut dire que quelle que soit la durée de votre séjour au Québec, pour ce qui me concerne, ça va faire bientôt 18 ans que je suis là. Ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite, mais je suis considéré comme un journal ethnique. Et ça, qui veut dire quoi, ethnique? Ethnique. Ça veut dire nord-africain, maghrébo, je ne sais quoi. Philippage, copé, n'importe quoi. Ethnique. Pas québécois de souche. Et là, tu peux rester le temps que tu veux, tu es toujours un ethnique. Tu peux parler le français. Tu peux ne pas faire de faute d'orthographe, jongler avec l'imparfait du subjonctif et le futur antérieur, ethnique. Ethnique. Ça, c'est une chose. Ils sont tellement gentils, les Québécois, qu'ils ne savent pas que c'est une insulte. Tellement gentils. Ils ne font pas ça pour nous faire du mal. Nous insulter. Non, c'est comme ça. C'est un mot parmi d'autres, ethnique. Et moi, cet aspect-là, je l'aime. Peut-être que le Québec lui-même est une composition multiple d'ethnies, de cultures. Oui, bien sûr. Vous avez en face, je ne sais pas, toutes les races, toutes les nationalités. Mais il y a un peuple qui a fait souche, qui est majoritaire, qui est le peuplement français d'origine. Et il ne faut pas nier aux Québécois que ce sont de gros bosseurs. Ça aussi, j'ai jamais vu ça. Des bosseurs comme eux. Je veux dire, productivité, respect des délais. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des fois où ils ont terminé le métro de Laval avec 3 mois d'avance. 3 mois d'avance. Non, mais ça s'explique, c'est Moustapha. Parce que nous, on l'a terminé 30 ans en retard. Alors, j'étais présent. C'est ça le gap, en fait, entre les... En 82, j'étais à Alger Actualité, on m'a envoyé couvrir Chadli qui me posait la première pierre du métro, et puis j'entendais là, en train de plastronner, il parlait avec le directeur du projet. Dans combien de temps sera ouverte la première ligne? La loi de la Poste. Dans combien de temps? Je précise, c'est Moustapha, que cette ligne actuellement n'existe pas. Oui. D'accord. J'enverrai une autre ligne. Et puis le gars, directeur du projet, lui dit, dans 4 ans, on était en 82, et dans 4 ans, ça nous amène à 86. À 86, il n'y avait rien. Le métro était encore dans son tunnel et il n'était pas prêt d'en voir le bout. Et quand on voit des trucs comme ça, l'aéroport, la première pierre posée du temps de Rabah Betat, ministre des Transports, dans le gouvernement
Je me rappelle très bien, la maquette, il y avait 4, comment on appelle ça, 4 modules. Maintenant, je ne sais pas, même pas quoi. Ils se sont trompés sur le parking, des horreurs absolues. Il a fallu que Bouteflika arrive et qu'il leur botte le derrière pour qu'ils inaugurent ce misérable aéroport qui est déjà dépassé. Il est prévu pour 3 millions de personnes, alors que celui de Enfida, en Tunisie, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est aux alentours de plusieurs dizaines de millions de passagers par an. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. Revenons c'est Mustapha, à Alpha. Oui. Donc, vous êtes considéré comme étant un journal ethnique. Oui. Pour les Québécois, les Canadiens, les Montréalais, vous êtes... bon, enfin, vous n'êtes pas le seul. Les autres journaux des autres communautés. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a les radios ethniques, Il y a 180 communautés. Donc, tout ce qui n'est pas québécois de souche est ethnique. C'est parfait. Les Perses, les Iraniens, les Philippins, tout le monde. Les Haïtiens, les Italiens, tout le monde. Sauf eux. Alors, et comment vous êtes vu par la communauté maghrébine, la communauté algérienne? Est-ce qu'elle est impliquée? Est-ce qu'elle se retrouve dans Alpha? Est-ce que Alpha exprime la réalité de la communauté? Alpha est en sous-effectif. Donc il y a des gens qui m'en veulent parce que je ne peux pas envoyer de journalistes couvrir leur réunion. Ça m'a causé un énorme problème. J'ai beau expliquer, je mets de temps en temps, je m'excuse auprès des gens, je ne peux pas. Le 8 mars à 14h, 3 associations fêtent le 8 mars. Comme je n'ai pas le don d'ubiquité, donc je ne vais qu'à une seule. Donc je me fais 2 ennemis. Les 2 associations pensent que vous les avez... snobés. Alors que moi j'aime couvrir, j'ai toujours mon appareil photo là. Mais comment couvrir quand 3 manifestations se passent le même jour? Le 8 mars d'ailleurs j'ai peur, je tremble à la perspective du 8 mars prochain parce qu'il va y en avoir 6 ou 7. Je vais me faire plus d'ennemis encore. À soulever la question des réactions des Maghrébins, des Algériens particulièrement par rapport à Alpha. Parlez-nous un petit peu, c'est Mustapha, si vous permettez, parce que vous, maintenant, on peut vous considérer comme étant faisant partie d'une génération moyenne vivant au Canada, c'est-à-dire vivant à Montréal ici. Il y avait plus anciens que vous, mais peu de monde, peu de Maghrébins, peu d'Algériens particulièrement. Maintenant, depuis la fin des années 90, depuis début des années 2000, il y a une accélération de l'immigration vers le Canada. Alors, pouvez-vous, c'est Mustapha, nous résumer un petit peu les traits globaux de l'immigration et de la communauté algérienne, par exemple, ici au Canada? C'est très simple. Oui. C'est un article qui a été publié dans Alpha. Les Algériens ont ramené leurs problèmes dans leurs valises. Donc, les gens qui étaient dans le Pax n'ont rien à dire aux islamistes, à qui ils reprochent de les avoir suivis ici. Tout le monde a le droit de venir au Canada. Tout le monde. Il y a des islamistes qui se sont estimés menacés et qui sont venus, qui ont demandé le refuge politique. Qui ont fait des choix personnels, économiques, scientifiques ou autres. Donc, c'est une communauté qui n'est pas homogène. Elle est fracturée. Il y a des lignes de fracture qu'il a dit. Quel type de ligne de fracture? Est-ce que c'est des lignes de fracture type culturelle, sociale, religieuse? Oui, beaucoup. Il y a cette fracture que j'ai remarquée qui est importante entre les gens qui se considèrent comme musulmans pratiquants. Parce que là, il ne suffit pas d'être musulman. Il faut être musulman pratiquant. Parce qu'il y a d'autres qui se considèrent comme étant musulmans sans être culture. De culture. Or, les gens leur disent, écoute, arrête de niaiser avec la religion. Quand on est musulman, on fait la prière, on fait le ramadan. On a 5 piliers, les 5 doivent être suivis scrupuleusement. Et il y a des gens, ils disent, non, écoute, je crois en Dieu, mais pour aller à la mosquée, écoute, c'est trop, 5 fois par jour, moi je ne peux pas. Il y a beaucoup de mosquées ici Il y en a plein, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, donc les gens... Est-ce que l'état des mosquées ici, face aux autorités montréalaises, québécoises, etc., est-ce que c'est la même situation par exemple qu'en Europe, qu'en France, là où il y a toujours des conflits? Est-ce qu'on construit une mosquée, une église, pas une synagogue ou autre? Le contentieux qui existe entre l'Algérie et la France, il y a un contentieux, qu'on le veuille ou non, 132 ans de colonisation, dont 7,
une lutte épouvantable, pendant 7 ans, la lutte de libération nationale, sans compter les 3 millions de morts, famine, extermination, de 1830 à 1954, parce que les gens disent la guerre a fait, moi je comprends, non. Moi je suis originaire d'une région